Bonsoir, dans l'actualité ce soir, ouverture ce matin à l'hémicycle de la session de loi des finances rectificative 2017. Les débats portent essentiellement sur l'orientation budgétaire. Et puis, le bilan des victimes de la catastrophe de Freetown retrouvée sur nos côtes s'élève à 19 corps. La diplomate léonaise était à la préfecture maritime pour échanger avec la cellule de crise mise à cet effet. Enfin, des cadres de l'éducation à l'école des techniques de gestion de leur circonscription scolaire. L'exercice mobilise 90 directeurs sous-préfectoraux de l'éducation venus des différentes préfectures venus des différentes régions du pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ces séries de décrets. Décret D 2017-241 PRG portant création de la société de gestion d'exploitation de Swapiti en abrégé. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est créé une société anonyme mixte de gestion et d'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Swapiti, en abrégé SOGES SA. Article 2. La société est dotée de la personnalité morale, juridique, de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres en charge de l'énergie et celui des finances. Article 3. La SOGES SA pour mission la réalisation, l'exploitation et la gestion de l'aménagement hydroélectrique de Swapiti. À ce titre, elle est chargée d'entreprendre pour le compte de l'État guinéen les activités de promotion nécessaires à la mobilisation du financement du projet Swapiti, la réalisation et la mise en œuvre des études techniques, financières et économiques, le suivi et l'exécution du projet Swapiti, réaliser les études d'impact environnemental et social, veiller au recasement des populations installées dans la zone des réservoirs, favoriser le développement local, participer à l'intégration sous-régionale par l'interconnexion avec les réseaux des pays voisins, Mali, Sénégal, Gambie, Libéria. Acquérir et gérer le patrimoine nécessaire à l'exécution de la mission de la société. Organe d'administration et de gestion de la SOGES. Article 4. La société est dotée d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'une direction générale. Article 5. Les statuts, le règlement intérieur de la loi L 075 AN du 30 décembre 2016 définissent le mode d'administration et de fonctionnement des organes sociaux de la société. Article 6. Le conseil d'administration de la SOGES SA est composé de 9 membres représentant l'État guinéen et la China International Water and Electric. Article 7. Le contrôle de la société est exercé par tout organe habilité par les dispositions de l'OADA et de la loi L 2016-075 AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée. Article 8. La société est dissoute conformément aux statuts et dispositions de l'OADA relative aux droits des sociétés. Article 9. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 28 août 2017. Professeur Alpha Condé. Décret D 2017-242 PRG-SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de la société de gestion et d'exploitation de Swapiti en abrégé SOGES SA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la SOGES SA les personnalités ci-après. Président du conseil d'administration, Elhadji Mamadou Nassirou Diallo, conseiller à la présidence de la République. Membre M. Ibrahima Kamara, économiste en service à la présidence de la République. 2. M. Mori Kaba, ingénieur en service au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. 3. Mme Ba Kadiatou Baldé, ingénieur en service au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. 4. M. Sekou Kandé, économiste en service à l'inspection d'État.
Article 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat ne pouvant excéder 6 ans et dont 2 ans à la constitution de la société. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 28 août 2017. Professeur Alpha Condé. Décret D 2017-243 PRG-SGG portant nomination des membres du comité exécutif de la société de gestion et d'exploitation de Kaleta en abrégé Sogeka SA. Le président de la République a vu la Constitution décrète. Article 1er sont nommés membres du conseil exécutif de la Sogeka SAS les personnalités ci-après. Président du comité exécutif, Monsieur Lansana Komara, professeur de sciences physiques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Membre, Monsieur Sidi Mouktar Diko, économiste en service au ministère de l'économie et des finances. 2. Monsieur Mamadou Wouri Diallo, ingénieur en service au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. 3. Monsieur Fodé-Kent Condé, ingénieur en service au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Article 2. Les membres du conseil exécutif sont nommés pour un mandat de 4 ans. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 28 août 2017. Professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, ouverture ce matin à l'Assemblée nationale de la session des lois des finances rectificatives 2017. Pendant 15 jours, les élus du peuple vont examiner et adopter cette loi. Elle sera sortie du rapport du budget de l'exercice en cours. La nouveauté, c'est l'introduction du débat d'orientation budgétaire et vise à impliquer la société civile et le secteur privé dans la gestion des finances publiques. Abdoulaye Diallo pour plus de détails. C'est la première fois que le débat d'orientation budgétaire est organisé dans l'histoire économique de la Guinée. Il intervient au cours de la session extraordinaire de la loi des finances rectificative 2017. Ce débat de 3 jours permettra à la société civile et au secteur privé d'être mieux informés sur les hypothèses de croissance et des priorités de développement du gouvernement pour les 3 années à venir. Le débat d'orientation budgétaire est donc une étape décisive qui conditionne l'examen et l'adoption de la loi de finances initiale parce qu'il informe sur les grandes orientations budgétaires à l'appui, entre autres, d'analyses prospectives pertinentes, la préparation structurelle, sectorielle et géographique des investissements, les niveaux de la dette publique et les perspectives de la pression fiscale. Après la présentation par le gouvernement de ces orientations de développement économique et sociaux du pays, l'Assemblée nationale laissera le secteur privé et la société civile s'exprimer en posant des questions d'éclaircissement ou en apportant leur contribution pour la réalisation de cet avenir prochain de notre pays tel que désiré par le gouvernement. La démarche vise à corriger les insuffisances relevées par les différentes missions d'assistance technique et financière. Pour arriver au bout du tunnel, l'Assemblée nationale attire l'attention du gouvernement sur certaines pratiques contraires aux dispositions de la loi organique sur les finances publiques en Guinée. Une autre de nos préoccupations, et non des moindres, est que de nombreuses régies financières conservent par devers elles d'énormes ressources publiques collectées et non versées au compte du Trésor public, qui en a pourtant énormément besoin. Il serait donc absolument nécessaire, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, que vous exigiez de ces constellations du Trésor qu'elles versent au compte du Trésor public à la Banque centrale l'essentiel des ressources qu'elles mobilisent
au lieu de s'en servir intégralement pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement, comme l'exigent les dispositions pertinentes relatives au guichet unique. Les députés ont 15 jours pour examiner et adopter la loi des finances rectificative 2017 assortie du rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours, ce conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Justement, 8 mois après l'exécution du budget initial 2017, les députés se retrouvent à nouveau pour le réajuster selon les réalités du moment, ainsi le redonner un nouveau souffle, un exercice qui va permettre aux élus du peuple de prendre en compte certaines préoccupations des populations. Explication, Robert Siditono. Le budget 2017 est à son 8e mois d'exécution. Selon les experts, certaines lignes de dépenses ne répondent plus aux objectifs de développement, d'où la loi de finances rectificative pour ajuster certains financements des projets en instance. Il y a eu des dépassements de dépenses, il y a eu des recettes exceptionnelles qui viennent modifier le budget que l'Assemblée a autorisé le gouvernement à exécuter. Donc nous allons examiner ces modifications qui sont venus en recettes et en dépenses. Il sera question aussi au cours de cette session extraordinaire de débattre de laquelle manière les députés à l'Assemblée nationale participeront pleinement aux travaux de débat d'orientation. Un exercice premier du genre qui pourrait aider à la meilleure programmation du budget 2018 en fonction des besoins essentiels des populations. Le débat d'orientation budgétaire consiste à voir pour l'exercice 2018 quelles vont être les grandes priorités de l'État. L'État dans sa structure, l'État et la vision de la société, parce que l'État est fait pour rendre service à la population. Donc, est-ce que l'État doit s'enfermer entre les quatre murs pour dire, bon, voilà, pour l'exercice 2018, voilà ce que je fais. Il doit naturellement tenir de son projet de société, du projet de société sur la base duquel le président a été élu, mais il doit associer l'ensemble des acteurs pour avoir leur vision partagée autour des grands axes, des projets qu'il entend mettre en œuvre au titre de l'exercice 2018 pour voir si ce que l'État prévoit de faire pour le peuple correspond à l'attente de cette population-là. Les travaux de cette session extraordinaire se poursuivront demain mardi par la conférence des présidents. Les travaux dureront 15 jours. Dans le reste de l'actualité, après plusieurs jours de recherche, le bilan des victimes de la catastrophe de Freetown retrouvée sur nos côtes s'élève à 19 corps et l'ambassadeur de la Sierra Leone en Guinée s'est rendu aujourd'hui à la préfecture maritime pour un échange d'informations avec la cellule de crise. Hadjidan Sekou Kamano, il est correspondant de la presse militaire. Les opérations de recherche et de récupération des victimes de la catastrophe de Freetown se poursuivent sur le littoral guinéen. Après les 9 premiers corps découverts il y a quelques jours, 10 autres viennent d'être récupérés au port de Koba et de Kakossa, soit 19 corps retrouvés depuis le début des opérations. La préfecture maritime, appuyée par les vedettes de la marine nationale, a effectué 2 patrouilles cette semaine au large de Conakry. D'accord, nous a annoncé la découverte des premiers corps. Nous sommes rendus à Kabak. De là-bas, on nous a appelé pour nous dire qu'il y a 4 corps qui ont été retrouvés à Boulbini ici. Le vendredi soir, nous sommes venus, on a lancé 3 vedettes pour rechercher sur le littoral si les corps ne sont pas quelque part. Nous sommes partis le samedi à Koba Taboria, précisément où il y a eu 8 corps. Et sur un de ces corps, il n'y avait ni membre inférieur ni membre supérieur. Épaulés par les équipes de la protection civile, de la Croix-Rouge et de la gendarmerie, la préfecture maritime multiplie les interventions sur le terrain. Touchée, l'ambassadrice de la Sierra Leone se rend au siège de l'institution pour échanger avec la cellule de crise. From the time this incident took place, the government, from the leadership. Et depuis qu'on a cette crise-là le 13 août, le premier président de rendre visite en Sierra Leone, c'était son Excellence professeur Alpha Condé. Et elle n'est même pas limitée là-bas, elle est même partie à la site là où on a eu la catastrophe et avec aide pour la Sierra Leone. Quand même, elle ne connaît pas combien. Elle doit remercier le président de la Guinée et le peuple de Guinée. And when I called also. Préoccupée par la situation, la hiérarchie militaire apporte tout son soutien pour le bon déroulement des opérations. Selon la cellule de crise, les recherches devraient prendre fin dans quelques jours.
Comment renforcer les capacités techniques du centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale? La question préoccupe les responsables de l'institution. Ils multiplient les contacts pour offrir un service de qualité aux assurés, d'où cette rencontre entre le directeur général de la Caisse et l'ambassadeur du Japon en Guinée. Le point avec Maurice Sidibé. Parmi les assurés sociaux de la Caisse nationale de sécurité sociale, une vingtaine d'employés de l'ambassade du Japon en Guinée. Pour s'enquérir des conditions de couverture sociale, le représentant diplomatique du pays du soleil levant s'est rendu au centre de diagnostic de l'institution. Un établissement hospitalier doté des équipements médicaux venus du Japon pour la plupart d'entre eux. Je voudrais savoir la structure, surtout le système de diagnostic. Et puis deuxièmement, le Japon contribue déjà depuis longtemps dans le domaine médical. Il s'agit de coopération dans le domaine de médecine. Et surtout, pendant l'époque de Ebola, le Japon avait contribué beaucoup et nous allons continuer dans ce domaine. D'abord, CNSS qui doit bien montrer l'efficacité jusqu'à présent et il faut sensibiliser les gens d'être membres affiliés de CNSS. Nous allons voir la possibilité de 100% de couverture nationale. Le centre médical de la Caisse dispose de nos jours des scanners et des appareils de mammographie qui facilitent le diagnostic de plusieurs maladies, dont le cancer du sein. Parvenir à la couverture universelle des travailleurs privés et parapublics dans tout le pays reste un défi. L'appui technique des partenaires est sollicité. Nous avons besoin, au-delà de la fourniture de ces appareils, nous avons besoin d'une assistance technique. Il faut que nous soyons accompagnés pour permettre réellement à la Caisse de rentabiliser ce qu'elle a déjà dépensé pour l'acquisition de ces biens, mais aussi nous permettre d'avoir des cadres assez qualifiés permettant de faire la lecture, notamment en matière d'imagerie, de diagnostics qui seront posés. Bon, nous devons bientôt acquérir l'IRM qui sera aussi acheté au Japon et je crois que le Japon pour nous est un de nos premiers partenaires en matière de fourniture d'imagerie médicale. À ce jour, plus de 22 000 travailleurs en activité sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Leur identification biométrique impressionne l'ambassadeur du Japon. Au service national des points d'eau, l'heure est à l'évaluation dans la région de Boké. Le constat est peu reluisant. Plus de 75% des points d'eau ne sont opérationnels. À cela s'ajoutent des forages réalisés par certaines sociétés minières dont les normes laissent à désirer. Le constat dans ce reportage de Mohamed Sankon. Plus de 75% des 1845 points d'eau de la région de Boké ne sont pas fonctionnels selon le constat. La seule volonté des 8 agents et 6 contractuels ne suffit pas pour corriger cette situation. Il faut des équipements et de la logistique pour achever la maintenance des ouvrages. Pire, certains partenaires de la Guinée réalisent les ouvrages de points d'eau sans faire appel à l'expertise du SNAP, seule structure du pays chargée du contrôle dans le domaine. Notre principale difficulté, c'est l'intervention anarchique des machines avec les sociétés dans la région. C'est-à-dire une intervention qui n'obéit pas au principe du service public de l'eau. Parce que les sociétés invitent des entreprises n'importe lesquelles, ils viennent faire le forage. Il n'y a pas d'analyse de l'eau, il n'y a pas de contrôle des travaux réalisés. On ne sait pas si le forage a été réalisé dans les normes ou pas. Des pompes certifiées par le SNAP ont une durée de 20 ans. À leur place, on utilise parfois des pompes indiennes non certifiées, donc peu connues par les artisans réparateurs du SNAP. Le SNAP a des outils certifiés. Et on remarque souvent ces genres de fourrage, surtout dans la zone de Boké, les gens utilisent du matériel non certifié par le SNAP.
Et si ce n'est pas certifié par le SNAP, on n'a pas de personnel pour dépanner, ça crée des problèmes. D'autres sujets liés notamment à la rénovation, l'équipement des locaux, la rigueur dans le travail et la redynamisation de la base de Boké ont été évoqués par les agents en compagnie de leur directeur général. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. C'est un reportage de Mohamed Sankon rendu en studio par Hadia Toubari. Éducation avec la formation des délégués scolaires. Ils sont au total 90 venus des 10 préfectures des différentes régions du pays. Ces directeurs sous-préfectoraux de l'éducation ont été outillés en technique de gestion de leur circonscription scolaire. Bernard Tonguino nous signe ce reportage. Au terme d'une semaine de formation, ces délégués scolaires sont évalués sur des modules enseignés. Des modules qui ont porté notamment sur la pédagogie active, la supervision pédagogique, la communication et les techniques de montage des projets scolaires. Cette formation est très salutaire parce que nous avons eu à acquérir beaucoup de connaissances, surtout au niveau de la gestion pédagogique, comment il faut gérer le personnel, le matériel. La qualité des formateurs de l'ISEG, nous avons vu que vraiment ils sont à la hauteur. Et nous aussi, ça va nous permettre d'aller restituer sur le terrain, pouvoir former ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là et pouvoir les former sur les outils que nous avons reçus. Ce projet de formation des délégués scolaires a été exécuté par l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. L'institution exprime sa volonté de poursuivre le partenariat avec le département de l'enseignement préuniversitaire. Partenariat qui devrait favoriser la formation des maximums d'enseignants. Cette formation fait partie intégrante de nos missions, c'est-à-dire des missions de l'ISEG. Et vous verrez que les modules déjà rédigés sont déjà un atout capitalisable. Et l'ISEG n'attend que le financement pour pouvoir faire toutes ces formations en matière de formation continue. Nous sommes très rassurés, nous les formateurs, nous sommes très rassurés que ce système pourra changer. Ce système éducatif que nous critiquons, que tout le monde critique, donc vraiment pourra changer si ce qui a été fait ici est appliqué à l'intérieur. Après le rendez-vous de Dubreka, d'autres ateliers sont annoncés pour toucher l'ensemble des délégués scolaires du pays. 135 bacheliers licenciés compétissent pour l'école préparatoire des ingénieurs de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Les admis auront 2 ans de formation en classe préparatoire pour les écoles de techniciens supérieurs et ingénieurs du Maroc et de Paris. Les candidats qui ont la mention bien sont admis à ce concours. Francis Collier et la Jean-Fali Kamisoko. 122 bacheliers et 13 licenciés participent au concours d'entrée à l'école préparatoire des ingénieurs de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Pour les candidats guinéens, à défaut de passer par les critères d'admissibilité, seuls ceux qui ont eu la mention au bac sont reçus au concours. Comme la Guinée, c'est maintenant que nous démarrons, on a permis directement que le recrutement se fasse avec les étudiants ayant la mention déjà bien pour que ça puisse remplacer l'admissibilité. Et maintenant, ceux-là sont convoqués pour venir compétir sur table. Cette année, nous sommes autour d'un recrutement qui va avoisiner les 650. Voilà, donc les nouveaux bacheliers vont être recrutés à hauteur de 650. Donc dans les 650, forcément, il va y avoir un quota pour les Guinéens. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, seuls les meilleurs candidats iront représenter désormais la Guinée à l'extérieur. C'est les meilleurs, je crois le minimum c'est mention bien. C'est eux qui sont là, parce qu'on poursuit l'excellence, donc on recrute que les meilleurs. Il en est de même pour les ingénieurs, c'est les meilleurs qui sont sortis de nos écoles, que ce soit Polytechnique Conakry ou l'Institut de technologie de Mamou ou ailleurs, c'est les meilleurs qui ont été sélectionnés. Les admis à ce concours seront reçus à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro pour une formation de 2 ans. Après cette phase préparatoire en Côte d'Ivoire, les meilleurs seront reçus ensuite dans les écoles de techniciens supérieurs et d'ingénieurs du Maroc et de Paris. Page politique avec la formation de 40 jeunes du RPG Arc-en-Ciel. En 2 ans, ils doivent suivre un master en gouvernance et gestion électorale pour la mouvance présidentielle. Il est question d'initier sa jeunesse à la maîtrise du processus électoral. En Soumani Toumani Camara, Bernard Tonguino.
Si les élections multipartites constituent le pilier indispensable de la gouvernance démocratique, le processus électoral demeure cependant difficile pour les différents acteurs politiques en Guinée. Pour relever ces défis et rajeunir sa classe dirigeante, le parti au pouvoir opte pour la formation de sa jeunesse. 40 jeunes cadres sont alors inscrits à un master spécial sur la gouvernance et gestion électorale. Il est bon qu'il y ait cette formation pour que du cadre institutionnel et juridique jusqu'à la proclamation des résultats provisoires, en passant par le cycle électoral, le rôle et les responsabilités des acteurs engagés dans le processus électoral, le cycle électoral jusqu'à la gestion des contentieux. Je crois que ça va être une bonne brochette pour les jeunes. En 2 ans de formation, ces jeunes du RPG Arc-en-Ciel vont explorer et maîtriser toutes les connaissances et techniques du processus électoral. Et s'ils m'ont choisi pour participer à cette formation de master en gouvernance gestion électorale, je pense que c'est une bonne chose et nous devons nous y mettre pour apprendre mieux et apporter nos grains de sel à ce qui concerne la gouvernance électorale dans notre pays et pourquoi pas d'ailleurs. Avant ces masters en gouvernance et gestion électorale, le RPG Arc-en-Ciel assure depuis des années la formation de plus de 600 jeunes. La vision s'inscrit dans la nécessité d'assimiler les normes et les institutions des élections. L'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique vient de mettre en place un conseil d'administration, une rencontre qui a permis de passer en revue les activités déjà réalisées sur le terrain. Elle envisage également d'autres programmes dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance en Guinée. Alphaïsi Agaba, Tabansila. Dans le processus de consolidation des acquis démocratiques, les acteurs des organisations de la société civile jouent un rôle primordial. Le leadership jeune pour la paix et le développement en Afrique, le GEPAD, est l'une de ces structures. Pour mieux assurer sa fonction, elle met en place un conseil d'administration. Son but est de permettre aux membres de la structure d'évaluer ses avancées, tirer des leçons et faire des recommandations. Vous savez, une ONG s'organise à l'interne même. Donc nous avons jugé utile qu'à part la structure d'exécution de l'ONG, qu'il fallait mettre de côté un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration doit donner des avis sur toutes les activités en termes de réalisation de terrain, mais aussi prévoir les ressources, comment il faut mobiliser les ressources, donner l'orientation politique à la structure d'exécution. Ce conclave devra permettre aux membres de ce conseil d'administration d'analyser toutes les activités réalisées sur le terrain. Après cette rencontre, les recommandations qui seront remises par le conseil d'administration pourront nous permettre d'asseoir une bonne gouvernance et d'améliorer notre façon d'évoluer en termes organisationnels et institutionnels. Créé en 2015, le leadership jeune pour la paix et le développement pour l'Afrique est une ONG qui s'engage à soutenir le développement de la Guinée. Sa mission est de contrôler la gestion de la chose publique et de promouvoir la paix en Guinée. Parlons à présent de l'histoire de Tokounou Lassidan, cet homme qui a dirigé son peuple d'une main de fer et à la solde de l'administration coloniale. Nous sommes dans le Nabayar, mais au-delà de son autorité, ce chef traditionnel a aussi joué le rôle d'interface pour faire bénéficier son peuple des avantages de la colonisation. C'est le reportage à grand format de cette édition. Il est signé Abdul Karim Kamara. Une prière presque banale dans ce mausolée de Tokounou, quelque part entre Kankan et Kishidougou. Une prière banale, sauf que cet homme s'incline devant la tombe d'une grande figure de la chefferie traditionnelle, Tokounou Lassidan. De son vrai nom, Sorikonde Diawara, qui a été l'un des hauts commis du joug colonial. Enrôlé de force dans l'armée coloniale à Tokounou, il se révélera un brave militaire, puis un commis loyal qui s'est mis au service du commandant de cercle de Kankan.
Sa fougue et son zèle lui ont vite permis d'être élevé au grade d'adjudant, grade éminemment élevé alors pour un Africain. Le temps était purement colonial. De Kankan, il a cherché à connaître son village natal. Quand il est revenu, alors puisqu'il était un homme vaillant, voilà les médailles qui ont mérité son courage, que vous voyez devant. Ce même courage l'a amené encore à s'investir dans son village natal, Tokuno. Alors c'était un village enclavé, difficile à atteindre, à accéder, à cause des animaux sauvages. Mais il a réussi à combattre, à chasser ces animaux et la population est restée libre. À son retour de l'armée, le colonisateur rassuré lui offre la gestion d'un territoire qui s'étend sur les deux rives du fleuve Nyandang, connu sous le nom de Worobé. Il exercera sur Worobé un pouvoir autocratique avec la complicité du colonisateur pendant 33 ans. Avec le chef de village qui était là d'alors, alors après lui, il a cherché à être chef de village parce qu'on l'a nommé, on l'a élu chef de village à cause de sa capacité. À cause de sa capacité. Tout le Worobé était tombé d'accord à ce qu'il lui, il faut qu'il soit notre chef de canton, notre chef de village d'abord. Les deux rives étaient en sa disposition. Tokounou Lassidan réussira si bien dans le recouvrement de l'impôt sur le travail des paysans que l'administration coloniale lui prêtera une bonne oreille quand il proposera la construction d'une route Kankan-Tokounou. Aujourd'hui, la nationale Kankan-Kissidougou. Non seulement les impôts, mais aussi c'était la contribution forcée des denrées alimentaires, du riz en principe. Il n'y avait même pas de route encore. On a frayé une route, il a réussi à frayer la route en 1924, Kankan Tokounou. Il a réussi à créer une école ici à Tokounou en 1946. De Tokounou jusqu'à Kankan, 196 km. Des deux côtés de la route, il n'y avait pas d'école. L'homme aura vécu 90 ans. Il aurait épousé 20 femmes qui lui feront ses 23 enfants. Ici, au pied du mont Kanson, ce sont des habitants de Tokounou qui rappellent avec une pointe de fierté de l'histoire de ce chef qui a marqué le village. Et puis cette bonne nouvelle, c'est le plus gros transfert du football guinéen. Le milieu de terrain Naby Keita, communément appelé Deco, va s'engager en 2018 avec les Reds de Liverpool. Montant du transfert 55 millions d'euros. Il va y rejoindre ainsi le lion de la Teranga Sadio Mané et le phare Mohamed Salah. Naby Keita sera avec le Sili ce jeudi prochain. Ce jeudi à Conakry pour jouer contre la Libye dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Enfin, ce message de condoléances de la haute autorité de la communication. C'est avec émotion, une grande tristesse que la haute autorité de la communication a appris le rappel à Dieu du journaliste Ibrahima Silla, dit Ibra. Le 25 août 2017, des suites de maladies disponibles et serviables, Ibrahima Silla a occupé les fonctions de directeur du bureau de presse du Conseil national de la communication avant d'être membre de la cellule de lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Depuis la transformation de cette cellule en agence nationale de sécurité sanitaire, il est responsable du département communication et mobilisation sociale. En cette douloureuse circonstance, la haute autorité de la communication tient à exprimer à sa famille, à l'ensemble de la presse nationale, aux autorités, toute sa profonde compassion. Et puis, ce matin, en conseil de rédaction à la RTG, l'ensemble des journalistes s'est recueilli sur la mémoire de Ibra. Demain, un symposium sera organisé à la RTG Koloma dès 10h avant qu'il ne rejoigne sa dernière demeure.
Dors en paix, mon grand. C'était tout pour ce soir. À grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.